Merci beaucoup pour cet exposé. Je voulais juste rebondir sur ce que vous aviez dit à la fin, donc la difficulté de se mobiliser pour les premières concernées. Et du coup, je voulais poser une question sur les Roses d'Acier, qui sont donc une association des travailleurs de sexe chinoise. Quelles étaient leurs revendications et qui est-ce qu'elles représentent Est-ce que, effectivement, c'est hyper compliqué de se mobiliser quand on n'a pas de papier, qu'on ne parle pas forcément français et tout ça. Donc, est-ce que c'est plutôt des femmes qui sont là depuis longtemps En fait, alors qui est-ce qu'elle représente? Là, donc, apparaît clairement les travailleuses du sexe chinoise. Hein, c'est une asso de travailleuses du sexe chinoise. Dedans, il y a, enfin, alors là, je trouve qu'il y a eu des changements un peu des instances dirigeantes. Donc, mais ça dépend. En fait, il y a des femmes qui sont là depuis quelques années, d'autres qui sont arrivées plus récemment. Alors, bien évidemment, c'est plutôt des femmes qui sont là depuis à minima quelques mois, 1 ou 2 ans, qui vont être très actives dans les Roses d'Acier. Pour l'essentiel, elles sont toujours dépourvues de titre de séjour. Après, dans ce qu'on a pu voir aussi beaucoup des Roses d'Acier dans leurs actions publiques de rue, il y avait aussi des femmes assez nouvelles qui rejoignaient. Enfin, elles se sont beaucoup mobilisées contre la loi, et dans les manifestations, c'était pas seulement les personnes qui étaient là depuis des années, très installées dans l'activité, c'était aussi des personnes qui sont un peu caractéristiques de ces travailleuses du sexe chinoises de rue, qui peuvent avoir qui ont différentes manières de travailler, donc parfois plusieurs activités, dont le travail sexuel. Voilà, donc, ça représente assez. Elles sont à l'image de ce que vont être les travailleuses du sexe chinoises de rue, c'est-à-dire effectivement plutôt âgées, et plutôt des femmes qui viennent seules, etc., et qui souvent n'ont pas de papier. Je pense pas que ce soit les plus installés qui soient le plus investis, parce que là, pour le coup, l'injustice de la répression, à un moment donné, était aussi un moteur de la mobilisation, puisqu'elles étaient au départ quand même beaucoup sur Belleville. Maintenant, ça s'étend un peu sur d'autres secteurs de prostitution chinoise à Paris également. Donc, elles sont assez à l'image. Alors après, c'est vrai que c'est plutôt celles qu'on voit dans la rue. Je sais pas si ça répond à peu près. Voilà. Et après, effectivement, elles participent plus trop à des événements publics. Elles ont plutôt mais elles continuent leurs activités aussi. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué à l'heure actuelle. Patrick Pierre, je suis de la Cité d'Évreux, donc voilà. J'ai remarqué d'ailleurs dans vos exposés un point on voit qu'il y a les mêmes outils, les mêmes phénomènes de criminalisation qui se font sur l'ensemble des populations d'immigrés, et qui se font certainement sur d'autres types de populations qui ne sont pas obligatoirement ni immigrés ni femmes assujetties donc à la prostitution. Ça montre un petit peu, je dirais, un climat, on va dire au mieux un climat, en tout cas une procédure qu'on peut dire tout de suite appeler d'état policier, mais qui se tisse sa toile, sans parler du système Boy Brother. Ce que je voulais avoir comme élément complémentaire, c'était on voit aussi nous des associations qui se fourvoient donc à prendre des délégations de services publics, c'est-à-dire en fait jouer un rôle qui en fait de tri. Au mieux c'est le tri, parce que des fois ça va un peu plus loin. Au mieux, se rendre compte. Ce que je voulais avoir, c'est les éléments de comparaison, parce que j'ai quelques brides d'informations, mais pas sur ce qui se passe en Allemagne. Vous évoquiez que vous aviez fait un parallèle, et je sais que le système, en tout cas juridique et administratif, est un peu déjà dit très différent. Savoir un petit peu quel élément vous pourriez nous donner sur ce point. La comparaison avec l'Allemagne, elle est très intéressante, parce que en fait, les victimes, enfin les personnes qui ont subi des contraintes, c'est ça que j'entends par victime, que ce soit clair. C'est pas l'activité qui détermine la victime, mais les conditions de travail. Donc les personnes qui ont subi des contraintes n'ont pas besoin de déposer plainte ou de témoigner pour être reconnues comme victimes, et sont présentes dans les tribunaux. Et donc, elles ont davantage la parole, elles prennent davantage la parole.
et se disent, enfin, elles sont capables de faire un récit de ce qui leur est arrivé, parce que justement, il n'y a pas ce soupçon de détournement de procédure, oui, tu dénonces pour avoir des papiers, etc. C'est pas une politique de soupçon. Alors là, cette enquête, elle est en cours, donc on n'a pas encore des résultats définitifs que je pourrais vous présenter. On est en pleine période de traitement de données. Mais j'ai lu d'autres articles. Ça, c'est le cas allemand. Et je pense que c'est peut-être plus compliqué que l'image angélique là, que je présente. Mais je me souviens, par exemple, du cas néerlandais. Donc, vous avez des travaux là-dessus sur les débats sur la régularisation de la prostitution des années 90. Et là, on faisait clairement, c'est pas parce que la prostitution est légale qu'il n'y ait pas des distinctions qui sont opérées entre femmes étrangères et femmes et les nationales. Et en fait, les chercheuses qui ont travaillé sur ces questions montrent comment la traite, la problématique de la traite est utilisée pour vraiment faire la distinction entre les nationales qui seraient des femmes se prostituant librement, etc., et les étrangères qui seraient victimes d'exploitation et d'asservissement. Donc en fait, la traite, elle joue quand même à ce niveau-là. Après, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit au début. Ce qu'on observe avec la traite et la prostitution, c'est pas quelque chose qui est spécifique à la traite et la prostitution. Dans le travail social, par exemple, le tri, on le voit aussi dans toutes les associations d'accompagnement des demandeurs d'asile, des sans-papiers, des SDF, toutes les catégories de population qui sont socialement désaffiliées ou marginalisées. Donc c'est pas quelque chose qui est spécifique à la traite des êtres humains. Mais là, je pense qu'on a vraiment poussé l'interdépendance police-association à son paroxysme, au point même où, après le vote de la loi 2003, il y a une association que je ne vais pas citer non plus, qui était une association clairement abolitionniste, mais comme ils n'avaient pas un niveau de spécialisation dans le travail social, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était un accompagnement administratif, donc un accompagnement pour les papiers. Et en fait, il fallait vraiment montrer qu'on était dans un parcours de sortie de prostitution, sinon on n'accompagnait pas ces personnes à la préfecture, voire on dénonçait certaines personnes à la préfecture comme étant des faux, etc. Donc moi, je trouve que c'est très important, pour vous, en tant que militant associatif, etc., ou militant tout court, de réfléchir un peu à ces imbrications entre des logiques sécuritaires et ces imbrications dans le travail social. Depuis le début, vous parlez des femmes. Mais je pense qu'il y a aussi des jeunes hommes qui sont aussi concernés. Est-ce qu'on peut faire un distinguo? Ce sont aussi une traite d'êtres humains. Oui, tout à fait, bien sûr. Oui. Là, nous avons parlé, bien sûr, vous avez des associations spécialisées parce que le milieu associatif est aussi... il y a une division du travail du milieu associatif. Donc, vous avez des associations qui sont vraiment spécialisées dans l'accès aux droits des personnes transsexuelles. Donc, il y a Arcade Sida, il y a le PAST. Donc, vous avez des associations qui travaillent vraiment spécifiquement auprès de ces populations qui ont... Pourquoi il y a une spécialisation? Parce qu'il y a des demandes spécifiques. Vous avez aussi des enfants qui sont victimes de traite. Donc, demain, il y a Vanessa Simoni du Bus des femmes qui va venir ici pour faire une formation, je crois. Et donc, elle, ce qu'elle observe dans son travail de terrain, c'est vraiment une augmentation des personnes mineures. Alors, c'est très intéressant. Moi, j'ai en fait cette enquête sur la traite des êtres humains. Donc, comme je vous l'ai dit, je continue à travailler dessus, mais entre 2011 et aujourd'hui, j'ai fait d'autres enquêtes dans ma vie. Et maintenant, je suis sur un projet qui porte sur les enfants soldats, donc très différent, à la Cour pénale internationale, très différent, et en même temps, il y a des similitudes. Et donc, je travaille sur la question de l'enfance, c'est ce que j'ai pu observer dans le cas de traite des enfants en France, mais aussi des mineurs étrangers isolés en France, il faut prouver qu'ils sont mineurs. Donc là, encore une fois, vous avez des tests osseux qui sont pratiqués sur ces personnes de pilosité, des tests dentaires pour déterminer leur âge. Or, on ne peut pas déterminer cet âge de manière totalement certaine. On ne peut formuler des réponses qu'en termes de probabilité. Donc, la personne a entre 17 et 19 ans.
Or, le juge, il a besoin de savoir si c'est... voilà. Et suivant la catégorie à laquelle vous appartenez, vous allez être expulsable ou pas. Donc, je pense que ça serait vraiment intéressant de mener des recherches un peu plus poussées sur le traitement institutionnel de ces mineurs et aussi de voir en termes de genre. Je pense que le traitement institutionnel n'est pas le même suivant qu'il s'agit des jeunes filles ou des jeunes garçons. Peut-être que les jeunes, c'est une hypothèse de travail qu'on peut faire, que les jeunes garçons sont plus soupçonnés de délinquance, etc. Enfin, voilà, c'est à mettre à l'épreuve des enquêtes de terrain, mais vous avez aussi cette problématique-là qui est vraiment... parce que ces personnes ne sont pas expulsables, je pense qu'il y a cette augmentation des mineurs. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as pu observer dans ton propre travail de terrain. En fait, je voulais dire plusieurs choses. Alors, au Lotus Bus, les mineurs, non, mais voilà, c'est parce que les travailleuses du sexe chinoises de Russes, comme je disais, c'est vraiment une spécificité sur l'âge, etc. Mais après, sur les questions des jeunes hommes et notamment des mineurs, c'est ce qui est intéressant aussi sur toutes ces questions de traite des êtres humains, c'est qu'on oublie quand même souvent le à des fins de... Puisqu'en fait, la traite, c'est pas quelque chose qui existe en soi, c'est un vecteur, quelque chose. On trafique quelqu'un pour le faire faire quelque chose. Donc à des fins d'exploitation sexuelle, à des fins de travail forcé, à des fins de différents types. Et une espèce de focalisation sur la question de la traite à des fins d'exploitation sexuelle, comme s'il n'existait pas d'autres formes de traite, exploitation domestique, etc. Et qui sont... et là-dessus, je pense qu'il y a peut-être effectivement une surreprésentation des... femmes, et ce qui ne veut pas dire qu'il y a exclusivement, je dis vraiment surreprésentation des femmes dans la traite à des fins d'exploitation sexuelle, mais dans tous les autres domaines d'exploitation pour lesquels il peut y avoir de traite, tous les genres peuvent être représentés, et pour les mineurs, il y a ces questions-là qui se posent. Et alors, voilà, comme je disais, nous, sur le terrain du Lotus, on ne voit pas d'augmentation des mineurs, mais c'est un constat qui est globalement partagé, hein, l'augmentation des mineurs dans l'exploitation sexuelle, et avec des politiques publiques qui, pour les associations, qui peuvent être très compliquées. Alors c'est plus, ça dépend beaucoup des réseaux locaux qui sont mis en place par les assos, mais il y a des moments où ça peut être plus protecteur en fait d'être victime de traite majeure que victime de traite mineure, parce qu'il existe un système de protection qui est le réseau accès pour les victimes de traite majeure, mais qui ne prend pas les mineurs, que l'ASE ne veut pas gérer les mineurs, que du coup il y a une espèce de gestion des mineurs qui est comme ça un peu éventuellement n'importe comment, on peut les mettre dans des hôtels, mais sans aucune forme de protection, puisque c'est toujours les mêmes hôtels, pas du tout sécurisés, identifiés comme étant l'hôtel où les mineurs de l'ASE vont être mis. Donc si vraiment il y a des réseaux dangereux qui veulent récupérer les personnes, ils savent très bien où aller, parce qu'il n'y a pas du tout d'exfiltration comme ça se fait pour... les majeurs, et avec toute, bien sûr, la problématique de l'âge osseux. Et je trouve que j'étais sur un programme travail sexuel à Nantes de Médecins du Monde ce matin, et qu'on évoquait ça, où avec en plus les problématiques des mineurs non accompagnés qui se mêlent, et des tests osseux avec des plateformes qui sont des usines à gaz créées, et où en fin de compte ça prend tellement de temps de reconnaître leur minorité que quand ils ont enfin reconnu la minorité, en fait ils peuvent plus parce que les personnes sont devenues majeures. Donc c'est ce qui est en termes de protection des personnes est absolument hallucinant. Oui, en fait, je pense que c'est important ce que tu viens de dire, parce qu'on oublie souvent la dimension temporelle de ce parcours, par exemple, d'accès au droit. C'est extrêmement long. Et puisque moi, je suis cette question depuis 2005, je vois... la question a été relativement nouvelle quand j'ai commencé à travailler là-dessus. Maintenant, on a vraiment déjà un réseau d'associations spécialisées, d'acteurs spécialisés, de porte-parole. Nous avons des experts, des spécialistes, voilà. Donc tout ça, on est arrivé à un point de stabilité concernant la lutte et l'organisation
de cet espace de mobilisation. Mais alors, moi, en fait, récemment, j'ai mené une enquête auprès des commissions d'indemnisation des victimes d'infractions. En fait, quand la décision pénale est tombée, les personnes, elles peuvent demander réparation. Et donc, vous avez des procès, entre le moment où vous déposez plainte et le procès et la peine, il peut s'écouler plusieurs années, donc 5 ans, 6 ans, ça dépend, mais c'est extrêmement long. Et ensuite, vous décidez de demander réparation, et là encore, ça peut prendre 3-4 ans, parce que tout se joue entre la personne donc, qui demande réparation, la CIVI qui est censée allouer cet argent, prendre une décision, et le fonds de garantie des victimes qui va statuer sur le montant à allouer. Et en fait, le fonds de garantie des victimes, il n'est jamais d'accord sur les montants à allouer parce que il considère que la solidarité nationale ne doit pas servir, donc vos impôts, en gros, que vous payez, ne doit pas servir à financer le train de vie des anciennes prostituées, voire des personnes qui sont soupçonnées de prostitution, parce qu'évidemment, elles sont, on ne sait jamais si elles sont vraiment des vraies victimes ou pas. Et donc c'est des procédures extrêmement longues, et vous avez comme ça des personnes qui sont... On enferme les personnes dans un statut de victime aussi, parce qu'entre 2005 et 2015, c'est 10 ans. Je voulais juste, alors ça n'a rien à voir, mais sur la CIVI, préciser une chose qui n'est pas inintéressante à connaître, puisque il y a des conditions d'accès en fait à la CIVI pour être indemnisé totalement du préjudice ou partiellement. Et en fait, parmi les conditions qui permettent d'être indemnisé totalement, il y a le fait d'avoir été victime de certaines infractions. Et tu disais tout à l'heure que pendant très longtemps, il n'y avait pas du tout... la traite des êtres humains n'apparaissait pas dans les tribunaux, et ce qui avait un impact hyper important en fait pour les victimes, parce que pour être indemnisé par la CIVI, c'était possible quand on était victime de traite des êtres humains. Or souvent, la qualification de proxénétisme aggravé était privilégiée, ce qui n'ouvrait pas un droit à réparation devant la CIVI. Donc les personnes étaient des victimes qui n'étaient pas présentes, mais en plus des victimes ni présentes ni indemnisées. Donc il faut aussi, parce que la question de la victime, c'est à un moment donné quelqu'un qui a subi un préjudice. Alors bon, les préjudices, l'argent, ça sert à rien, tout ça, sauf qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions pour indemniser un préjudice à l'heure actuelle. Et c'est assez intéressant de voir quand même, et au point qu'on finissait par se demander si les tribunaux soucieux des deniers publics ne privilégiaient pas un petit peu la qualification de proxénétisme aggravé au détriment de celle de traite des êtres humains, parce qu'ils savaient, alors c'est vraiment une question qu'on se posait de pur soupçon, parce qu'on est des mauvais esprits, hein, mais parce qu'ils savaient que ça coûterait quand même moins cher à la société. Alors j'espère que ce n'est pas ça, et je pense qu'il y a beaucoup d'autres explications qui permettent ça, mais voilà, c'est important d'avoir à l'esprit ce cadre toujours. Non mais bon, non, je pense que en fait, je pense que c'est principalement parce que ce soit les magistrats ou les services de police, ils avaient du mal à mobiliser une nouvelle incrimination, et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est à mettre en lien avec des ethos professionnels, et aussi parce qu'en fait finalement il y a pour eux très peu de différence dans la définition entre proxénétisme dans la loi française entre le proxénétisme aggravé et traite des êtres humains. Évidemment ça change pour les victimes parce qu'elles n'ont pas les mêmes droits, mais ce qu'il faut savoir, et c'est ça aussi l'un des paradoxes de la situation en France, c'est que les policiers, pour initier une enquête, n'ont pas besoin de dépôt de plainte ou de témoignage des victimes. Pour les services de police, vous parlez à n'importe quel commissaire, capitaine, officier de la BRP ou de l'OCRET, c'est travailler avec des victimes, c'est quelque chose qui est associé au sale boulot. Ce qui définit un beau flic, c'est le beau criminel. C'est ça la définition du beau flic. Donc tout ce qui est victime, etc., c'est quelque chose qui considère comme étant valorisant pour leur travail. Ce qui les intéresse, c'est d'arrêter le beau proxénète. C'est pas d'aider la belle victime. Donc, je veux dire, vraiment, c'est important de nuancer aussi et d'entrer un peu dans la matérialité des pratiques à la fois policières, mais aussi associatives et judiciaires.
Oui, d'abord je remercie les deux oratrices pour la clarté de leur exposé. Et j'avais une question pour la seconde oratrice. Excusez-moi, j'ai peur de maltraiter votre nom, donc je vous appelle la seconde oratrice. Vous avez dit, j'ai deux petites questions à vous poser. Vous avez dit que vous avez travaillé avec la police. En particulier, vous avez dû... Oui, d'accord, excusez-moi. Donc vous avez dû travailler avec la brigade de répression du proxénétisme. Or, moi j'ai l'impression que c'est un organisme qui est assez opaque. C'est-à-dire que par exemple, il n'y a aucun rapport d'activité sur leurs résultats, sur ce qu'ils font. Alors peut-être que c'est normal, mais est-ce que vous avez des informations là-dessus? Et j'en profite pour finir la deuxième question. Attendez, j'ai oublié cette deuxième question, donc je la poserai après. D'accord. Merci. Non, mais je pense que les chiffres existent. Je les ai pas en tête, mais les activités de la BRP ne sont pas plus opaques que pour d'autres services de police. Enfin, vous pouvez trouver sur Internet le nombre d'arrestations, voilà. Et nous avons une collègue sociologue qui s'appelle Gwenaëlle Manson, qui a vraiment fait un travail d'enquête, pour le coup, très, très, très poussé, une vraie ethnographie de la BRP. Ça va bientôt sortir en livre, j'espère. Il n'y a pas que la BRP qui intervient, il y a aussi l'OCRET, donc Office central pour la répression de la traite des êtres humains, qui bénéficie des moyens moins importants que la BRP. La BRP, c'est un service de 50 personnes sur Paris, alors que l'OCRET, ils doivent être même pas 30. Donc ça dit bien aussi les priorités. Alors que l'OCRET a vraiment une compétence nationale et internationale, tandis que la BRP a une compétence départementale. Voilà, donc sur les chiffres, etc., je peux pas vous dire, mais je pense que c'est pas... On peut facilement avoir accès à ça, mais après, qu'est-ce qu'on entend par proxénète? C'est quand même, en tant que sociologue, on essaye maintenant de travailler un peu là-dessus parce qu'on a suivi vraiment beaucoup de procès pour proxénétisme aggravé, et vous avez des profils de proxénètes qui sont très, très, très variés. C'est entre le proxénète roumain, albanais, bulgare, ou les proxénètes nigérianes qui sont surtout des femmes. Il y a quand même voilà, il y a une élasticité de cas de figure qui est très, très impressionnant. Et c'est très intéressant de travailler sur la figure du proxénète parce que ça pose aussi des questions de la contrainte, de la façon dont les personnes perçoivent, vivent, appréhendent la contrainte. Voilà, sociologiquement, c'est un super sujet. Si quelqu'un veut, ici dans la salle, faire une thèse, faire des entretiens avec des proxénètes, ce serait vraiment bien. Pour rebondir sur ce qu'on entend par proxénète, tu y associer là la contrainte, mais il faut pas oublier qu'il n'y a pas besoin d'y associer la contrainte dans la qualification juridique du proxénétisme. Et là encore, sur la question de l'effet contre-productif des lois répressives, c'est assez intéressant, puisque donc effectivement, la police n'a pas du tout besoin de plainte pour ouvrir des procédures, et il se trouve que récemment, à Belleville, la BRP a démantelé 3 grands réseaux. J'emploie les termes qu'ils ont employés parce qu'ils ont fait une conférence de presse suite à ça. Alors c'est intéressant parce que nous, on avait suivi l'affaire du côté des femmes qui étaient venues absolument paniquer en disant « Ah, on comprend pas, on a été arrêtés par la police, on ne sait pas ce qui s'est passé, ils ont saisi tout notre argent. » C'est l'horreur, parce que quand ils saisissent tout ce qu'il y a dans un appartement, donc éventuellement s'il y a leur argent, et après c'est très compliqué pour essayer de le récupérer. Et des femmes aussi qui étaient absentes et qui sont rentrées chez elles à un moment donné dans la journée, qui ont trouvé les appartements défoncés, qui pensaient qu'elles avaient été cambriolées, mais en fait non, c'était juste une opération policière. Donc ils ont fait toute cette opération qu'ils ont médiatisée, et de lutte contre le proxénétisme, et ça a eu un impact immédiat. C'est qu'en fait ils ont fermé quelques appartements de travail à Belleville. Là, l'effet, quand on ferme des appartements de travail à Belleville, donc de personnes qui n'étaient pas sous contrainte, qui payaient un lieu de travail, c'est que les prix des appartements de travail ont immédiatement augmenté, puisqu'il y en avait moins. Et donc au nom de la lutte contre le proxénétisme, on a favorisé l'exploitation. Tout à fait, oui. Si la question vous intéresse,
C'est très simple. Vous allez au TGI de Paris ou, je sais pas, à Bobigny ou là où il y a des affaires. Bon, après, il faut connaître les dates, etc. C'est pas si évident que ça, mais c'est vraiment passionnant de suivre ces procès pour proxénétisme aggravé ou traite des êtres humains, parce qu'il y a aussi un volet très moralisateur chez les magistrats, les procureurs, quelque chose de très... c'est souvent comme ça hein, dans les procès. C'est pas non plus spécifique à la traite des êtres humains, mais quelque chose de très condescendant. Et on observe aussi que, moi j'ai observé une affaire où la victime était présente, donc c'est quelqu'un qui ne s'est pas constitué partie civile, elle voulait juste dénoncer les agissements de sa proxénète, et il n'y a aucun soupçon qui a pesé sur elle, parce que justement elle ne demandait rien. Elle ne demandait rien, elle était suivie par aucune association. C'était très impressionnant. Elle est vraiment arrivée toute seule et je pense qu'elle a été plutôt courageuse. Mais voilà, c'était la victime parfaite pour le tribunal. Dès que vous demandez quelque chose, vous êtes toujours soupçonné d'eux. Et voilà. Et par exemple, en ce qui concerne la prostitution nigériane, qui est assez omniprésente à Paris, enfin qui est assez importante à Paris. Vous savez, il y a ce rite vaudou. On dit souvent que ces femmes elles sont sous l'emprise du rite vaudou, et souvent on entend de la part des magistrats, mais votre vaudou, moi j'y crois pas du tout. S'il y a une finalité à ce procès, c'est bien de vous ouvrir les yeux. C'est de vous ouvrir les yeux et de vous faire comprendre que c'est vraiment c'est des outils de manipulation, etc., etc. Et donc les magistrats, ils ont du mal à prendre au sérieux les personnes. Peut-être que pour ce magistrat qui a grandi en Occident, cela ne signifie rien, mais pour la personne, cela signifie bel et bien quelque chose. Et c'est pareil pour le proxénétisme de l'Europe de l'Est. Alors c'est souvent un proxénétisme familial, compliqué, amoureux. Enfin, on associe ça à des violences conjugales, etc. Mais la façon dont il y a une culture commune entre les magistrats, les services de police et les associations, hein, parce que c'est aussi un discours qui existe dans les associations où on dit bon bah oui, c'est comme ça, c'est dans leur culture de vendre leurs femmes, leurs frères, leurs sœurs, etc. Donc on explique comme ça des choses par la culture, et ça a un impact sur les actions qui sont menées et sur la façon dont on va appréhender ces personnes.